Benny Andersson, architecte du son, est né le 16 décembre 1946 dans le quartier de Vasan, à Stockholm. Son père, Gustav, était ingénieur civil, tandis que sa mère, Ila, subvenait aux besoins de la famille dans un logement modeste. La musique était omniprésente chez les Andersson. Son père et son grand-père, Ephraim, jouaient tous deux de l'accordéon et Benny en reçut un à l'âge de 6 ans. Ce don fut une révélation. Il assimila rapidement les airs folkloriques suédois, les harmonies classiques et même le style Schlager allemand. À 10 ans, il possédait un piano et commença à apprendre seul des mélodies qui lui semblaient naturelles, presque instinctives. Contrairement à beaucoup de musiciens de sa génération, Benny n'avait pas reçu de formation musicale classique. Autodidacte, il possédait une oreille fine qui lui permettait de percevoir, dans un accord, une émotion plus profonde que ne le laissaient supposer les notes. Vers l'âge de 15 ans, l'école ne l'intéressait plus. Il la quitta et commença à jouer dans des clubs de jeunes, gagnant suffisamment d'argent pour être indépendant. C'est à peu près à la même époque qu'il rencontra sa première petite amie, Christina Grunwald, avec qui il eut 2 enfants. Peter en 1963 et Helen en 1965. La vie a filé à toute allure, et la carrière de Benny aussi. En 1964, il intègre Elveret's Spellman Slag, un groupe qui interprétait principalement des morceaux pop instrumentaux teintés d'humour. Ce fut un tremplin, mais sa véritable percée survint plus tard dans l'année lorsqu'il fut invité à rejoindre les HEP Stars. Claviériste du groupe, Benny se retrouva soudainement sous les feux de la rampe. En mars 1965, ils décrochèrent leur premier grand succès avec Cadillac. Rapidement, Benny devint bien plus qu'un simple claviériste. Il était une idole des jeunes, adulé par un public jeune et reconnu comme la force créative du groupe. Il commença à écrire des chansons originales pour eux, notamment Sunny Girl et Wedding. Il ne s'agissait pas de simples tubes pop. Il possédait déjà la profondeur mélodique qui allait définir ABBA. Déjà à cette époque, Benny ne recherchait pas la popularité, mais la perfection. Il travaillait sans relâche sur des harmonies capables d'exprimer à la fois la joie et la tristesse. Son travail avec les Öpar a consolidé sa réputation en Suède. Mais le destin avait d'autres projets. La création d'un partenariat et la naissance d'ABBA. En juin 1966, la vie de Benny Andersson bascula lorsqu'il rencontra Björn Ulvaeus, musicien des Houdini Singers. Leur rencontre fut fortuite, mais leur alchimie musicale fut immédiate. Leur première composition commune, Isn't It Easy to Say, fut rapidement enregistrée par les membres du groupe. Cette collaboration donna naissance à une complicité créative qui allait perdurer pendant des décennies. Tandis que Benny travaillait sur les mélodies et les arrangements, Björn excellait dans l'écriture des paroles et la conception des structures. Ensemble, ils composaient des chansons d'une apparente simplicité, mais recelaient une profonde émotion. Leurs chemins se croisèrent à nouveau en 1969, lorsque le destin leur offrit non seulement la musique, mais aussi l'amour. Cette année-là, Benny fit la connaissance d'Annie Freiridead, Frida Lingstad, une chanteuse qui menait déjà sa propre carrière. À peu près à la même époque, Björn fit la connaissance d'Agnea Feltsk, une autre étoile montante à la voix cristalline. Ces relations personnelles rapprochèrent naturellement les 4 artistes. Benny produisit le premier album de Frida, en 1971, tandis qu'Agnea tenait le rôle principal dans la production suédoise de Jesus Christ Superstar en 1972. Leurs collaborations se multiplièrent et bientôt, l'harmonie des voix d'Agnea et de Frida convainquit Benny et Björn qu'ils avaient découvert quelque chose d'unique. En avril 1970, lors d'un voyage à Chypre, les 4 musiciens chantèrent ensemble pour la première fois lors d'un concert improvisé pour les soldats de l'ONU. Ce qui avait commencé comme un moment de détente laissait présager quelque chose de plus important. Ils commencèrent à se produire sous le nom de Fest Full Kit, un nom qui évoque à la fois les fêtards et les couples fiancés.
Malgré des critiques mitigées concernant leur premier spectacle, leur alchimie était indéniable. En 1972, ils sortent People Need Love, crédité à Byrne et Benny Ania et Annie Freridead. Le titre connaît un succès modeste en Suède et atteint même les États-Unis, confirmant leur potentiel. En 1973, ils participent au Melody Festival, la sélection suédoise pour l'Eurovision, avec Ring Ring. Bien qu'il n'arrive qu'à la 3e place, le morceau devient un tube à travers l'Europe. À cette époque, leur manager, Stig Anderson, leur suggéra d'adopter un nom plus court, ABBA, formé des initiales de leur nom. Pratique et facile à retenir, ce nom devint rapidement iconique. En 1974, ABBA participa de nouveau à l'Eurovision avec Waterloo. Cette fois, ils remportèrent la victoire. Le 6 avril 1974, à Brighton, en Angleterre, ABBA triompha, offrant à la Suède sa première victoire à l'Eurovision et propulsant le groupe sur la scène internationale. Ce que le monde a perçu comme un succès fulgurant était en réalité le fruit d'années d'efforts acharnés, de sacrifices personnels et du dévouement sans faille de Benny à créer un son à la fois joyeux et poignant. Derrière les paillettes et les costumes, Benny restait l'architecte, peaufinant les accords et explorant les émotions à travers chaque harmonie. Gloire mondiale et difficultés cachées. Après leur triomphe à l'Eurovision, ABBA semblait invincible. En 1975, SOS et Mamma Mia ont conquis les charts en Europe et en Australie. Dès 1976, Fernando et Arrival ont consolidé leur succès, et Dancing Queen a atteint la première place aux États-Unis, leur seul et unique numéro 1 américain. Leur musique a traversé les continents, résonnant dans les discothèques, à la radio et dans les foyers du monde entier. Pour le monde entier, ABBA était un phénomène. Mais au sein du groupe, la réalité était plus complexe. Benny n'était pas le visage d'ABBA. Agnea et Freda monopolisaient l'attention, leur voix et leur look faisant la une des journaux. Byrne endossait souvent le rôle de porte-parole. Benny, pourtant essentiel à leur son, restait en retrait, caché derrière les claviers et les murs du studio. Il a admis plus tard s'être souvent senti invisible, perçu comme le cerveau froid du groupe. Les fans acclamaient les chanteurs, pas l'homme qui sculptait les harmonies qui donnaient toute leur âme à la musique. Tandis que les médias dépeignaient ABBA comme insouciant et glamour, Benny portait le fardeau de la perfection. En studio, il travaillait avec acharnement, réécoutant des passages de chansons des dizaines de fois jusqu'à ce que l'arrangement corresponde à l'émotion qu'il ressentait. Il ne recherchait pas la perfection technique, mais l'authenticité. Il a un jour admis que la musique était devenue son moyen de communication directe. Quand les émotions étaient trop lourdes pour parler, il laissait le piano les exprimer. Cette dépendance à la musique comme bouclier émotionnel a façonné le son d'ABBA. Même leurs plus grands succès recèlent des zones d'ombre. Knowing Me, Knowing You, sorti en 1977, portait en lui la mélancolie d'une rupture dissimulée sous les traits d'un hymne pop. The Winner Takes It All, paru en 1980, devint l'un de leurs titres les plus poignants, interprété par les fans comme le reflet direct du divorce de Byrne et Agnea. Si la patte de Benny était indéniable dans ses progressions d'accords déchirantes, le rythme effréné des tournées finit par avoir raison d'eux. En 1977, ils ont fait une tournée en Australie devant des foules immenses, mais en coulisses, l'épuisement et la tension s'accumulaient. Benny se retrouvait souvent à tenter de maintenir le groupe uni, d'apaiser les tensions et d'endosser le rôle de médiateur silencieux. Pourtant, cette responsabilité l'épuisait insidieusement. Pour les fans, ABBA brillait plus que jamais. Pour Benny, des fissures commençaient déjà à apparaître, et il sentait le poids s'alourdir d'année en année. L'amour fait mal dans l'harmonie. La relation entre Benny Andersson et Annie Freridead et Frida Lindstad n'était pas née d'une histoire d'amour, mais de la musique. Ils se rencontrèrent en 1969 et leur complicité s'épanouit lors de longues nuits en studio
où les mélodies et les harmonies remplaçaient les conversations. Dès 1971, ils vivaient ensemble et, en octobre 1978, au sommet de la gloire d'Abba, ils se marièrent. Aux yeux du monde, cela ressemblait à un conte de fées, deux membres du plus grand groupe pop du monde, unis par l'amour et la musique. Mais en coulisses, leur relation était bien plus fragile. Freda était émotive, expressive et ouverte. Benny, au contraire, gardait ses sentiments pour lui. Il a admis plus tard qu'il communiquait souvent mieux par les chansons que par les mots. Pour Freda, ce silence devint douloureux. Elle avait besoin de quelqu'un en dehors du studio, quelqu'un qui puisse partager ses émotions avec la même intensité. Au lieu de cela, elle trouva un partenaire qui se réfugiait derrière un piano dès que les choses se compliquaient. Leurs divergences s'accentuèrent avec le temps. Le traumatisme de son enfance, marqué par l'abandon puis l'orphelinat d'un adolescent norvégien et d'un soldat allemand, faisait d'elle une personne en quête de stabilité et de réconfort. Benny, marqué par son éducation et sa tendance à la retenue émotionnelle, peinait à trouver les mots justes. Le studio devint à la fois leur thérapie et leur champ de bataille. Des chansons comme One of Us et The Winner Takes It All portaient l'empreinte de leur distance. Freda se livrait corps et âme dans le chant, tandis que Benny canalisait ses sentiments dans les arrangements plutôt que dans les conversations. En 1980, les tensions étaient devenues trop importantes pour être ignorées. Alors qu'Abba continuait de sortir des tubes comme Super Trooper et Chiquitita, Benny et Freda se séparaient discrètement. Début 1981, ils annoncèrent leur divorce. Benny retrouva rapidement l'amour auprès de la productrice de télévision Mona Nerklett, qu'il épousa plus tard dans l'année. Pour Freda, la rupture fut dévastatrice, non pas à cause d'une trahison, mais à cause du détachement de Benny. Il a avoué plus tard « J'ai donné mes meilleurs textes aux chansons, pas aux gens qui avaient besoin de les entendre de ma bouche. » C'était un aveu discret. Son génie lui avait coûté l'intimité. Leur mariage n'avait duré que 3 ans, mais leur histoire est restée à jamais gravée dans la musique d'Abba. Pour les fans, les chansons du groupe étaient de la pop étincelante. Pour Benny et Freda, elles étaient les échos d'un amour qui n'avait jamais pu s'exprimer pleinement. Les mêmes mélodies qui les avaient unis les ont aussi séparés. Le délitement. À la fin des années 1970, ABBA semblait intouchable. Leurs singles dominaient les charts du monde entier, leurs tournées remplissaient les salles et leurs albums se vendaient par millions. Mais derrière les projecteurs, la réalité était bien moins glamour. La pression du travail incessant, les attentes du public et les peines de cœur personnelles ont commencé à ronger le groupe de l'intérieur. Pour Benny, le déclin ne fut pas brutal. Ce fut un lent extinction, le sentiment que l'étincelle qui avait jadis animé leur musique s'éteignait peu à peu. Il admit plus tard qu'au début des années 1980, il ne créait plus par passion, mais par devoir. Il restait car il se sentait responsable du groupe, des fans, de la machine qu'ils avaient bâtie ensemble. Mais au fond de lui, il savait que la joie avait disparu. Les autres membres le ressentaient aussi. Byrne et Agnetha avaient divorcé en 1979 et leur séparation résonnait douloureusement dans les paroles du groupe. Benny et Freda suivirent en 1981, leur mariage s'effondrant sous le poids du silence et de la distance. Bien qu'ils aient tous essayé de continuer, l'alchimie qui avait jadis rendu ABBA irrésistible s'était estompée. Leur dernier album studio, The Visitors, sorti fin 1981, reflétait ce changement. Plus sombre, plus mature, il était hanté par les thèmes de la séparation et de la désillusion. Il contrastait fortement avec les hymnes disco entraînants du milieu des années 70. Des chansons comme One of Us dégageaient une mélancolie impossible à ignorer. Les fans le sentaient même si le groupe ne l'exprimait pas ouvertement. En 1982, ils tentèrent de poursuivre l'enregistrement de The Day Before You Came et Under Attack. Mais l'énergie n'était plus la même.
Leur dernière apparition télévisée eut lieu en décembre de la même année, diffusée depuis Stockholm. Pas d'adieu grandiose, pas de confrontation dramatique, juste une fin discrète. La musique s'arrêta et les membres se séparèrent. Pour Benny, le silence qui suivit fut pesant. Des années plus tard, il confia qu'il lui avait fallu près de 10 ans pour accepter pleinement la fin d'ABBA. Contrairement à Freda, qui s'en était remise plus vite, Benny souffrait de l'absence du groupe qui avait marqué sa vie. Ce n'est ni la colère ni un scandale qui ont provoqué la séparation d'ABBA, mais l'épuisement, le manque de créativité et la simple et douloureuse vérité, ils ne pouvaient plus créer ensemble comme avant. Trouver la paix et affronter la vérité. Lorsque l'aventure d'ABBA s'est terminée en 1982, Benny Andersson a disparu des projecteurs de la pop. Il ne courait plus après les gros titres, mais après la paix. Dans les années qui ont suivi, il s'est consacré à des projets lui permettant de reconstruire son identité artistique loin des feux de la rampe. Avec Björn, il a composé la comédie musicale Chess en 1984, ce qui lui a permis d'explorer des émotions plus profondes et des thèmes complexes. Plus tard, dans les années 1990, Christina from Duva est devenue une autre forme d'expression, puisant ses racines dans l'histoire suédoise, mais aussi dans le besoin de réflexion personnelle de Benny. Ses œuvres n'étaient pas seulement de la musique, elles étaient une véritable thérapie. En privé, Benny a admis éprouver une certaine culpabilité liée aux années de gloire d'ABBA. Dans les années 1990, il tenait un journal intime où il rédigeait des lettres sans parfum adressées à Anea, Freda et Björn. Il y déversait des frustrations et des regrets qu'il n'avait jamais exprimés lorsque le groupe était à son apogée. Ces pages, confia-t-il plus tard, l'ont aidé à exprimer les émotions qu'il avait enfouies sous des couches de mélodie. Au fil des décennies, la légende d'ABBA n'a fait que grandir. Leur musique a envahi les comédies musicales, les films et les ondes radio. Mais pour Benny, les applaudissements n'ont jamais comblé le vide qu'il ressentait autrefois. Il confiait que l'adoration était réservée aux chanteurs vedettes, tandis que son propre rôle, celui d'architecte de leur son, était souvent négligé. Pourtant, même ce ressentiment s'est atténué avec l'âge. En devenant le mentor de jeunes compositeurs scandinaves, Benny a trouvé une nouvelle vocation. Il leur a appris non seulement à construire des harmonies, mais aussi à rester fidèles à leur art, les mettant en garde contre le prix émotionnel que pouvait coûter la célébrité. Aujourd'hui, à 78 ans, Benny s'est permis de dire ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Dans une interview récente, il a admis « ABBA fonctionnait parce que nous étions brisés. La musique nous a permis de nous sentir entiers. » Ce n'est pas la joie qui a inspiré leur plus grand succès. C'était de la douleur, le désir et le besoin fragile de survivre à leur lutte personnelle. Il reconnaît que l'image glamour d'ABBA n'a jamais reflété toute la réalité. « Nous n'étions pas un conte de fées », a-t-il déclaré. Nous étions 4 personnes qui essayaient de ne pas s'effondrer. La musique était la seule chose qui nous unissait. Pour les fans, cette confession bouleverse tout. Les chansons qui sonnaient autrefois comme une pure joie révèlent désormais les zones d'ombre qui les sous-tendent. C'est tragique, mais cela explique aussi pourquoi la musique d'ABBA résonne encore des décennies plus tard. Ce n'était jamais qu'un simple divertissement. C'était une lutte pour la survie mise en musique. Et en révélant enfin cette vérité, Benny Andersson n'a pas terni l'héritage d'ABBA. Il a rendu leur musique plus humaine, plus authentique et plus puissante que jamais. Les paroles de Benny nous montrent que même les plus belles musiques peuvent naître des épreuves les plus difficiles. Pensez-vous que les difficultés rencontrées par ABBA ont donné plus de force à leurs chansons, ou cela change-t-il votre perception actuelle? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires inédites de l'histoire de la musique.